everyone, and welcome. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette troisième journée, la dernière de notre échange sur les impacts sur la santé mondiale. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'ai eu une petite note de notre organisatrice mentionnant que nous sommes plus de 800 inscrits ici. Voici, disons, le coup de pouce durant la COVID où nous pouvons avoir du contenu avec des participants et pouvons amplifier les impacts que l'on essaie de susciter. Alors, mon nom est Julie Anderson, je suis la directrice générale du Partnership pour le partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants, oui. Je suis avec mes co-modératrices, Lindsay Glasgow et Michael Messenger de Vision mondiale. Nous avons un excellent programme lors de la première journée et de la deuxième journée. Nous avons eu des Frédéric Powell, Martine Bernier qui ont tenu une journée complète en français la première fois pour nous. Ça s'est très bien déroulé. Mais bien sûr aussi, la première journée, nous avons eu avec nous Julie Black et elle nous a fait un pas de son chant. Nous allons d'ailleurs entendre une chanson plus complète aujourd'hui de sa part. Ce qui est assez excitant avec aujourd'hui, eh bien, vous n'aurez pas à regarder trop longtemps. Moi, Lindsay et Michael, à vous la parole. Lindsay, pour le reste de la journée. Merci, Julia. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. La réalité est que je ne vous parlerai pas très longtemps parce qu'on va en fait donner notre micro à 3 jeunes leaders renversantes. Et oui, on en est à la 3e journée, et la dernière. Alors, quelle meilleure façon de souligner l'apport des jeunes en passant la parole à ces 3 jeunes femmes. Michael? Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous revoir encore aujourd'hui à cette 3e journée. Lindsay, Julia et moi avons vraiment essayé d'essayer de se définir comme jeunes. On n'est vraiment pas réussi. C'est pourquoi on a avec nous 3 personnes qui sont beaucoup plus qualifiées. Je vais vous parler de quelques petits points techniques pour s'assurer d'en retirer le mieux de cette séance. On va d'abord en parler et puis ensuite donner la modération à ces 3 jeunes filles. D'abord, nous savons, avec le grand nombre de participants, que nous avons des nouveaux aujourd'hui. Julia, quelques petits détails, je vous passe la parole. Le point le plus important est que la page de conférence, la page d'accueil soit ouverte. Sur la page de conférence, vous pouvez avoir accès à tout. Vous pouvez cliquer sur l'application, sur la vidéo ici pour qu'elle soit en plein écran, en bas à droite, là, si vous voulez cliquer, pour que la vidéo soit en plein écran. De façon plus importante aussi, si vous avez des pépins techniques, on a une équipe qui est prête. Support à commercial webcastcanada.ca ou simplement dans l'application, on peut poser toutes questions aux organisateurs. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des pépins techniques, à leur envoyer un petit mot. Lindsay? Oui, pour ajouter quelques mots sur l'application. L'application est la façon de participer, d'interagir entre nous. Il y a des prix aussi à remporter. On peut collecter des points à chaque fois qu'on participe sur l'application. On a vu une compétition assez saine et déjà un classement aussi. Alors, n'hésitez pas à publier vos commentaires, vos réflexions durant la diffusion. C'est une excellente façon aussi d'interagir avec nos collègues qui proviennent de différents groupes. Et on a 14 d'ailleurs. Alors, on peut publier n'importe quel moment. Mais encore une fois, s'il vous plaît, notez que nous avons un moment de réseautage à la fin de cette session qui est vraiment dédiée à ça à 2h30 cet après-midi. Là, vous pouvez nous rejoindre par la page d'accueil sur l'application. Vous pouvez aussi la télécharger sur ordinateur ou sur votre téléphone. Oui. Utilisez votre courriel. Si vous êtes nouveau, il va falloir utiliser la même adresse courriel que lorsque vous êtes inscrit. Alors, c'est Impact 2021, le code, oui. Autre que l'appli.
communication. J'espère que vous avez participé sur les médias sociaux. Lindsay, Julia ont vu sur Twitter, sur Instagram les partages et on veut vraiment amplifier les voix que l'on entend aujourd'hui. Simplement utiliser le hashtag, le mot-clic GHIX 2021. Les canaux médias sont sur la page d'accueil. Si vous voulez repartager quelque chose, si vous voulez publier quelque chose, n'hésitez pas. Et finalement, ces séances sont enregistrées et seront publiées sur le site web de CanWatch, CanSFE. Comme mentionné par Lindsay, eh bien, c'est tout de notre côté. Nous allons passer la parole à nos trois modératrices bien inspirantes qui vont prendre la direction de notre séance. Alors, c'est un plaisir de donner mon siège à Felicia Gisandi, qui fait un bac à l'Université McGill. C'est la directrice de sa propre organisation qu'elle a fondée l'an dernier. C'est une organisation à but non lucratif qui informe les personnes quant à leur bien-être et leur santé sexuelle et reproductive. On a parlé un peu plutôt de son organisation à but non lucratif. Alors, j'espère que nous aurons l'occasion de parler un peu plus encore. Alors, Félicia, je crois que vous allez apparaître à l'écran. Alors, à vous la parole, Lindsay. Oui, moi, je passe ma parole à Rain Sharif. C'est une étudiante à l'Université de Regina qui complète un baccalauréat en art. On a sa deuxième année. Elle a fondé une organisation elle aussi. Elle continue à mener le club Champions of Change, donc un club à son université. Après quelques discussions entre ce club et l'administration de l'université, ils se sont mis d'accord pour mettre en place 12 dispenseurs de produits menstruels gratuits, donc qui est un énorme investissement pour l'égalité des sexes sur le campus. Alors, c'est très inspirant comme club. Ray a apparu dans des émissions, des articles, et elle a attiré l'attention pour sa cause et a fait les manchettes. J'ai rencontré Réa lorsqu'elle a participé dans Girls Belong Here de Plan International Canada. C'est un programme où nous partageons notre siège en tant que directrice. Donc, elle a pris mon siège de directrice générale à Plan International. On s'est donc bien rencontrés et j'ai été très impressionné. C'est donc vraiment un grand plaisir, encore une fois, de donner ma place à Réa pour la co-modération. Bonjour, Réa. Merci. Et finalement, le dernier mais non le moindre, la troisième de nos jeunes leaders de la journée, Ryan Bouzitoun. C'est une Algérienne canadienne passionnée pour contrer le racisme systémique et avancer, faire progresser l'égalité des sexes. Elle a déjà partagé un discours à la 72e séance de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a été membre du Conseil des jeunes du premier ministre. Elle fait plein de choses, n'est-ce pas, en 2018. Elle a travaillé en Éthiopie, dans l'Afrique, pour améliorer les droits des femmes et des droits des femmes sur le Born on Time, le programme Born on Time qu'on va voir un peu plus tard dans une vidéo. Elle en est à sa troisième année à l'Université d'Ottawa en droit. Elle a étudié au Collège de Maisonneuve à Montréal, là où elle est l'ancienne présidente du Forum Jeunesse de Saint-Michel. Wow! Des leaders. Alors, bienvenue à vous toutes. C'est un grand plaisir de prendre le micro. Merci beaucoup. Amusez-vous dans votre journée de spa pour regagner votre énergie de jeunesse et nous allons reconnecter un peu plus tard. Merci. Merci. Merci, Lindsay. J'ai bien hâte de passer la prochaine heure avec Félicia et Ryan.
Et merci, Michael. Merci, Michael. C'est un énorme plaisir de co-modérer cet échange sur la santé mondiale. Un point important, aujourd'hui, nous allons entendre des étudiants canadiens sur l'activité du GHIX qui a été lancé il y a quelques semaines. Les organisations ont développé des jeux pour les étudiants pour partager ce que ça veut dire d'être de jeunes Canadiens. CAN SFE a partagé ces jeux avec les enseignants et a encouragé l'essai de ces jeux. Dans une autre séance aujourd'hui, nous allons aussi entendre des étudiants et des leaders qui partagent leurs réflexions sur ces jeux éducatifs. Et un peu plus tard, les organisations qui ont développé ces jeux vont parler du processus et des bénéfices de gamifier ou de tourner en jeu l'apprentissage afin que ce soit des outils interactifs d'apprentissage. On va aussi voir une courte vidéo durant la séance d'aujourd'hui pour entendre les perspectives des jeunes. Ryan, vous avez désactivé le micro. Désolé. D'abord, c'est un grand honneur d'avoir avec nous Ray Allen à Edmonton. C'est une étudiante qui est mannequin. Elle travaille avec les Autochtones qui ont été affectés par les pensionnats, bien sûr, et nous espérons aussi bienvenue à vous, donc, bref, Lou. Pregnancy is the biggest issue facing adolescents in my community. So actually advising them on if you don't want to get pregnant, there's a safe way. Désolé, l'interprète a de la misère à entendre les problèmes audio. Rêver. Prêt à apprendre, on a formé un groupe. On ne veut pas se cacher dans la société. Notre espoir, c'est d'avoir une meilleure société. All right. Thank you so much, Willow, for Merci beaucoup, Willow, pour ces beaux mots, pour la résilience que vous avez démontrée aussi au sein des communautés autochtones. C'était très touchant. C'est important de reconnaître aussi ces barrières systémiques auxquelles font face beaucoup d'Autochtones. C'est un plaisir maintenant de vous présenter notre présentatrice vedette, Larissa Crawford. Larissa est une autrice, une chercheuse publiée, elle a remporté plusieurs prix et passe aussi son héritage autochtone et jamaïcain à sa fille. Elle a fondé des entreprises sociales pour avancer la justice sociale, oui, sous la lorgnette de l'antiracisme. C'est une fellow de la lutte pour le climat, d'une fellow d'Action Canada et en 2019, top 30 de moins de 30 ans pour l'environnement et la durabilité. Elle a été nommée comme un des Game Changers du Canada en 2020. Bonjour, Larissa. C'est un énorme plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour à toutes. Merci beaucoup pour l'introduction. Génial. Donc, je suis prêt à y aller. Bonjour. Bon matin. Je m'appelle Larissa Crawford. Je me suis présenté aussi d'abord en créole, jamaïcain, en français
et en anglais, de façon à faire un lien avec mon héritage. Avant de commencer, je voulais simplement vous pointer ici la peau d'orignal que j'ai ici. C'est un signe de solidarité avec la campagne Moose Hide. C'est excitant parce que demain, en fait, il va y avoir un jeûne du lever au coucher du soleil. C'est un défi chaque année pour un jeûne afin de mettre fin au racisme et la discrimination sur les êtres spirituels, les hommes et les femmes aussi qui défendent la cause des abus sexuels qui se déroulent. Donc, je vous mets au défi de remettre en question ces barrières, ces obstacles par le biais de cet événement qui sont reflétés dans les statistiques sur les violences faites aux personnes non-binaires, bispirituelles et autochtones. Myototalpi, bonne santé, souligner nos besoins de respect et d'un travail respectueux et en santé. Nous allons parler de diversité, des mouvements jeunesse dans le domaine de la culture de la corporation, qu'est-ce que ça veut dire d'être une leader et ces aspects différents d'un travail en santé, surtout dans un contexte de développement international. Dans le développement international, moi, j'ai de l'expérience, je suis très passionné dans ce domaine. Nous travaillons beaucoup dans le secteur du développement international avec les affaires mondiales, avec d'autres contrats avec affaires mondiales, n'est-ce pas, au Canada, avec les ONG internationales, avec le secteur du développement international, mais aussi sur la santé et la nutrition. Et bien sûr, aussi beaucoup de différents clients, des organisations pour les étudiants qui mènent ce travail aussi. Aujourd'hui, beaucoup de ces sujets seront en réponse à ce que l'on voit partout dans cet écosystème de développement, avec un accent sur un travail respectueux et en santé, afin que ce travail soit durable, inclusif et antiraciste. Prochaine page. Alors, je vais commencer en partageant mes notifications. À partir du 1er mars, je vais transitionner dans une semaine de travail de 4 jours. Je ne veux pas accepter des réservations le lundi. Samedi, je vais avoir 26 ans, en fait, et j'ai décidé que c'est le moment là où je veux regarder ma vie et dire 26 ans, c'est l'âge où j'ai décidé de faire un changement radical quant à ma compréhension de la productivité, ma relation à mon être, ma santé, ma fortune, ma fille, ma famille, ma communauté vont mieux s'en porter. Le travail sur les services des futurs aînés est très personnel et peut être traumatique même si c'est une gratitude avec quelqu'un en tant qu'une personne qui a la douleur chronique et qui est responsable en tant que mère monoparentale. Je suis confiante que cette décision est la mienne et dans le meilleur intérêt pour un travail durable. Alors, c'est une notification. J'ai pris cette décision et j'ai vraiment pensé à qu'est-ce qu'un travail en santé a l'air et qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air avec dans le monde du travail. Bref, avec notre équipe, nous trois ici, nous sommes rassemblés. Une de nos premières discussions était sur les traumatismes que nous avons subis en travaillant dans d'autres organisations en tant que Noirs, handicapés ou autochtones. Et nous avons commencé avec comment travailler différemment, comment nous devons créer des espaces différents, comment nous devons nous traiter différemment. C'est là où ça a été le point de départ. Quoi faire différemment? Bien, nous avons vraiment positionné la façon de s'honorer, honorer notre culture, nos ancêtres, mais ensuite, comment créer des espaces pour que les gens puissent le faire pour eux-mêmes alors qu'on attire des gens de différentes identités sexuelles, de différentes races, de différents espaces socio-économiques. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre ces expériences
cette culture organisationnelle a été informée par les besoins et on a eu des conversations difficiles. Je vais vous mentionner justement comment ça s'est déroulé avec quelques ressources. C'est une réponse, encore une fois, au racisme, racisme que l'on a vu dans le secteur du développement, dans le domaine universitaire, avec le gouvernement, qui nous a empêchés de vraiment contribuer de façon aussi efficace, d'une façon qui nous retienne. Parce qu'un grand problème ici que l'on voit dans les secteurs est cette incapacité à retenir les jeunes talents et de retenir des jeunes talents issus de la diversité. Donc, comment est-ce que cela fonctionne pour nous? Eh bien, je vais vous parler de quelques chiffres. On a eu une rencontre avec notre comptable. Ils ont dit, bon, on a une année financière géniale. Bon, qu'est-ce que c'est génial? C'est difficile à dire par rapport à d'autres, mais ils ont dit qu'on s'en est bien tiré. Et ça, c'est génial. Tant mieux. Parce que n'est-ce pas une bonne nouvelle, mais elle mesure de notre succès et la façon dont on redonne aux communautés et notre sentiment par rapport au travail avec les autres. J'aimerais que vous gardiez 2 points en tête basés sur ces chiffres. D'abord, je suis la seule personne qui écrit les politiques. Il y a une personne qui les fait tout cela, collectivement, on les révise, on contribue à tout cela, mais je voulais souligner que faire ce travail n'a pas à être intensif en termes de ressources. Il faut avoir un engagement et il faut reconnaître que c'est le rôle de certains devrait officiellement être d'accueillir ce genre de travail et d'allouer du temps pour le faire. C'est juste pour mentionner ici. Nous sommes 9 jeunes à Future Ancestor Services et nous avons été en mesure de créer cet espace. Nous supportons des clients aussi pour ce genre de choses. Ça n'a pas à être difficile en termes de ressources. Et finalement, la relation aux communautés pour informer les communautés, pour créer des pratiques de travail saines. Plus on écoute les communautés, les personnes qui ont vu tant d'organisations avoir de la misère à honorer leur lieu de travail, eh bien, la meilleure façon de répondre à ces expériences, ces barrières dans la vie est par notre approche. Une approche centrée sur la relation, sur les valeurs liées à la communauté, comment allouer des ressources aussi, comment allouons-nous notre temps et comment voir comment ça se répercute dans notre travail. Ce sont 2 éléments importants que je voulais souligner ici, basés sur ces chiffres. Ce n'est pas simplement une question de ONG, mais aussi d'entreprise basée sur les profits. Nous sommes une entreprise qui n'est pas à but non lucratif, qui a à but lucratif, mais à but social. Il faut honorer cette relation que l'on a à l'interne pour mener directement à bien la valeur dans votre modèle d'affaires, n'est-ce pas? C'est vraiment ici ce que je voulais souligner, à quel point c'est important de reconnaître globalement pourquoi nous devons parler de respect et de pratiques de travail saines. Sur les ressources, voici quelques documents. Je ne vais pas explorer, partager ces ressources à l'écran, mais elles seront partagées encore une fois dans le chat et seront accessibles aussi à vous sur cette présentation. Quelques petits points ici simplement mentionnés. La première ligne, Our Statement Takai Di Miyu Tuto, c'est une question de respect. Une façon de créer un espace sain de travail où nous pouvons aller avoir des relations de travail saines, des conversations honnêtes. Eh bien, lorsqu'on a des outils d'imputabilité, c'est en écrivant qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir une relation de travail respectueuse. Par le biais de nos politiques, par le processus d'introduction, chaque individu dans notre équipe est soutenu par des lignes directrices. Moi, j'ai une maladie chronique qui m'empêche de faire certaines choses. Je ne peux pas travailler les fins de semaine. Certaines personnes adorent travailler la fin de semaine dans l'équipe.
Génial. Moi, non. Alors, c'est pourquoi ça va être dans mes directions, mes instructions de respect. En partageant tout cela, en demandant à lire chacune des instructions sur le respect, eh bien, nous pouvons en être conscients. Si j'ai un problème, je n'arrive pas à respecter quelqu'un, eh bien, on a un document et on peut démarrer une conversation pour explorer qu'est-ce que l'on doit faire pour ensuite progresser et restaurer le mal qui a été fait. Le deuxième est sur la décolonisation. Le 1er mars, on a un courriel, justement, un statement, une politique organisationnelle sur la décolonisation du temps et comment nous voulons comprendre la façon dont le temps a été utilisé pour coloniser nos ancêtres, pour déshumaniser les cultures autochtones dans le monde. Et comment nous utilisons cette idée du temps pour résister à cette dévaluation de la culture autochtone? Et comment pouvons-nous protéger notre santé versus la compréhension capitaliste de la productivité dans la façon dont on se interagit avec le temps? Alors, cet énoncé à la recherche qui informe notre politique et qui montre comment implanter ça. Un excellent document. J'ai vraiment aimé construire ce document avec l'appui de mes collègues et je voulais simplement le souligner. Et finalement, il y en a d'autres, d'autres ressources qui sont énumérées ici. Alors maintenant, qu'est-ce que vous devez faire et comment vous devriez faire ceci pour vous-même et les autres? Je voulais partager avec vous 2 outils de planification stratégique qui nous ont vraiment aidés à commencer à créer ces politiques avec ces des pratiques de travail bonnes. Alors, on s'est dit, quelle doit être notre relation avec l'argent, avec les donateurs? Quelle relation voulons-nous avoir entre collègues? Quelle relation voulons-nous avoir avec la communauté, avec les autres? Et sur ce tableau-là, nous avons identifié de quoi a l'air le succès dans ces relations saines. Et à partir de cela, nous avons identifié, si ça c'est le succès, qu'est-ce que nous devons éviter et qu'est-ce que nous devons rechercher afin d'atteindre ces succès, afin d'honorer la définition du succès que nous avons mise ici. Alors, je vais juste partager cet outil-là parce que ça, c'est juste une approche décolonisée pour faire la planification stratégique. On se centre sur les relations et les pratiques de travail saines. Alors, on a identifié, on devrait avoir un énoncé sur la décolonisation du temps. On devrait avoir des directives de respect pour tous. C'est là où on a pu commencer à trouver de quoi nous avions besoin, nous. Et c'est tout à mon bout. Nous allons plonger dans les discussions avec les autres et je vais laisser les autres diriger cette discussion. Merci beaucoup, Larry. Je pense que c'est la meilleure façon de commencer cette discussion. Ce fut une présentation inspirante qui nous a donné beaucoup d'autres questions et on espère que nous allons pouvoir en parler pour répondre à toutes ces questions. Alors moi, j'ai vraiment aimé, en tout cas moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est lorsque vous avez parlé de la façon dont on participe ou qu'on mobilise la communauté. C'est comme ça ça va déterminer comment nous allons satisfaire leurs besoins. L'important, c'est d'être souple et d'être capable de s'adapter facilement pour s'assurer qu'on soit capable de changer nos façons de travailler lorsque c'est nécessaire. Et pendant qu'on préparait les questions avec ma co-hôte aujourd'hui pour la discussion, on a beaucoup parlé de diversité dans le mouvement des jeunes, mais on a parlé aussi de comme par exemple, même pour les gens avec des antécédents différents, lorsqu'on travaille avec la communauté, il y a ce besoin très important d'être souple. Et dans ma propre expérience, lorsque je travaillais en Éthiopie, j'ai bien aimé le pays parce que les Éthiopiens sont très forts et ils sont capables de vous dire, ça ne marche pas pour nous. C'est pas comme ça qu'on fait ça ici. Alors, vous devriez le changer. Et ça m'a fait sentir très en sécurité parce que je me disais, quelqu'un me tenait imputable pour le travail que je faisais et j'étais plus à l'aise de suggérer des choses parce que je savais que la communauté réagirait. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Je suis arrivé avec un produit, avec une idée pour savoir qu'est-ce que j'allais faire. Et lorsque j'ai rencontré les étudiants dans les premières choses qu'ils m'ont dit, c'est non, c'est pas notre problème ici, c'est pas notre pire problème, on a besoin de quelque chose de différent. On aimerait ça que tu fasses autre chose. Et ils ont façonné tout le projet d'une façon qui était plus adaptée pour eux. Et ça voulait dire que mon travail a été beaucoup plus facile.
plus pertinent, pour utiliser un mot français. Alors, je me demandais, dans votre propre expérience, comment est-ce que ça a été? Bon, quelles sont certaines expériences que vous avez eues qui ont fait que vous avez développé cette souplesse et qui vous a montré que parfois, on a beau avoir les meilleures intentions du monde, si on n'est pas assez souple, on ne peut pas vraiment produire les résultats qu'on désire. Alors, c'est moi qui commence à répondre? OK, bon. Alors, oui. En fait, ça, c'est une partie très importante dans ma vie lorsque j'ai découvert cela. Comme première expérience en travail international, c'est lorsque j'ai commencé, bon, j'avais 17 ans et j'ai démarré une collecte de fonds pour voyager et commencer une bibliothèque dans une école de filles à 10 heures de route d'ici, là. Et ça comme m'a démarré pour faire plus de travail international. Alors, j'ai voyagé plus. J'ai vécu à Istanbul pendant un bout de temps en 2014-2015 pour travailler avec des réfugiés, des choses comme ça. Alors, dans mon travail international, lorsque je suis revenu, je me suis rendu compte que je n'ai pas la moindre idée de qu'est-ce que je voulais faire. J'ai reconnu que, bon, ayant été en Istanbul et travaillé avec tous ces réfugiés, que moi, en fait, je n'étais probablement pas la bonne personne pour faire cela. Je ne comprenais pas leurs besoins, je ne comprenais pas leur contexte. Et mes habiletés n'étaient pas particulièrement alignées avec le genre de service que je devais fournir. Alors, j'ai dû m'asseoir et vraiment dire, pourquoi est-ce que je me vante de faire du travail international de cette façon-là? Pourquoi est-ce que j'arrive au travail en essayant de me combler un besoin à moi-même sans venir au travail et d'avoir une bonne idée de quelle est ma propre identité? Et c'est lorsque j'ai commencé à passer au travers de cette autoréflexion critique, lorsque je suis revenu de cet échange dans ma 3e année universitaire, que j'ai commencé à vraiment reconnaître que moi, j'ai des points de vue culturels. Et ça me trouble ma perception des problèmes des autres cultures. Il y a toutes sortes de lacunes dans mes points de vue, dans mes perspectives. Alors, en commençant avec cette autoréflexion critique, en commençant avec la compréhension de c'est quoi mon point de vue culturel, quelle est ma culture, et de vraiment investir du temps et de l'énergie pour réfléchir à ces sujets-là avant d'aller pour faire ce travail, pour aider les autres, nous permet d'être plus éthique dans le travail. On ne met pas le fardeau sur la communauté qu'on tente de desservir pour qu'eux s'ajustent à ce que nos hypothèses... Non, j'ai arrêté ici, mais c'est de commencer avec cette auto-réflexion critique. Ça a été le point tournant dans ma vie, de reconnaître que peut-être que c'est pas si bien que ça que j'aille travailler avec ces communautés-là. Je dois vraiment comprendre moi-même et mon point de vue culturel d'abord pour que je ne nuise pas aux autres, même si j'ai de bonnes intentions, que mon impact ne cause pas de dommages même avec mes bonnes intentions. Merci beaucoup, Larissa. Je pense que vous avez soulevé des points très intéressants à propos de sa propre perception de soi et de réfléchir à propos de soi-même et de se tenir soi-même imputable. C'est comme la première étape avant d'aller desservir la communauté. Alors, merci d'avoir parlé de ce point très important. Maintenant, je voulais ouvrir la conversation sur le leadership des jeunes, spécifiquement sur de quoi a l'air un leader, selon vous. Je pense qu'il y a une idée très centrale de quoi un leader devrait être. Bon, il y a comme des listes il faut avoir un certain ensemble d'habiletés pour être un leader, il faut avoir une certaine identité pour être considéré comme étant un leader dans plusieurs endroits. Mais personnellement, moi, j'ai grandi dans une province où il y avait un manque de représentation dans les médias, dans les écoles, dans le gouvernement. Et cela a fasciné ce que je considère être un leader jusqu'à récemment. Bon, j'en ai parlé dans mon introduction un peu, là, mais j'ai mené un projet à mon université où j'ai ouvert la conversation pour déstigmatiser la menstruation et le groupe que j'ai fondé qui s'appelle les Champions du changement, on a réussi à avoir 12 dispensateurs sur le campus qui étaient gratuits pour tous les menstruateurs qu'ils puissent utiliser sur le campus. Ça a été une immense victoire et ce projet-là, en fait, m'a permis de penser sur moi-même en tant que leader, parce que, comme je dis, je n'avais jamais vraiment considéré moi-même comme étant un leader. Mais suite à ce succès de ce projet, je me suis rendu compte qu'un leader, ce n'est pas quelqu'un qui doit avoir certaines qualités là, stéréotypées. Non, non. C'est simplement
d'incorporer les valeurs de votre communauté et d'avoir les capacités pour amplifier les besoins de votre communauté. Alors, je sais que vous avez beaucoup de connaissances sur la représentation, de même que le leadership. Alors, je voulais avoir votre point de vue sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un leader concernant cela. Oh, bon, vous avez les meilleures questions et des pensées très stimulantes. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi stimulé à penser. Je viens de lire ceci ce matin. Je vais traiter les gens qui ont des postes de pouvoir avec respect et leur dire non, tout comme je fais avec les assistants, le personnel ou qui que ce soit d'autre. Avoir le pouvoir, cela ne signifie pas que vous avez du mérite ou de la valeur ou des habiletés. Les meilleurs leaders avec lesquels je travaille reconnaissent ceci et, suite à cela, ceci informe comment ils traitent les autres et comment ils ont de la valeur, comment ils considèrent les autres comme étant valables. Alors, dans plusieurs de mes recherches et dans une grande partie des investissements que j'ai faits pour comprendre le racisme systématique, je vois le pouvoir différemment parce que souvent, un cheminement pour arriver à un poste de pouvoir est défini par le privilège systématique de certains points de vue mondiaux et du racisme. Alors, et ce que nous considérons comme étant des habiletés, des connaissances utiles, qu'est-ce que la société considère comme étant une habileté ou une connaissance utile? Les chefs les plus puissants, les plus influents n'ont pas d'un poste de pouvoir formel, mais ils reconnaissent, ils fonctionnent que lorsque eux traitent les gens autour d'eux avec le respect, avec le mérite, et lorsqu'ils peuvent voir la valeur dans le vécu, dans l'expérience interpersonnelle, c'est eux les leaders les plus efficaces que je connais. En tant que jeune et surtout lorsque je pense à mon temps au gouvernement et aussi dans le travail de développement et dans le travail avec les ONG, j'étais toujours la plus jeune et j'avais toujours le moins de scolarité. Alors, bon, j'ai seulement un diplôme, un baccalauréat. Alors, souvent, enfin, tout le temps, j'avais toujours le moins de pouvoir officiellement. Mais pour revenir à cette réflexion, surtout critique que j'ai faite, moi, je comprends mes forces, mes faiblesses. Lorsque je comprends jusqu'à quel point jusqu'à quel point je peux travailler différemment parce que j'ai surmonté l'adversité. Peut-être qu'eux ne reconnaissent pas cela, mais moi, j'ai pratiqué dans les applications, les entrevues, les conversations pour expliquer comment mon vécu est une qualification. Et en faisant cela et en l'affirmant dans des espaces où je n'ai pas beaucoup de pouvoir formel, mais où je reconnais que moi, j'ai du pouvoir dans mon vécu et je vais les appuyer, les gens autour d'eux, pour comprendre cette valeur-là, j'ai vu le résultat de cela étant des conséquences. Bon, j'ai été pénalisé par les gens qui avaient le pouvoir formel en disant non. Et j'étais prêt pour ces conséquences-là et j'ai continué d'être prêt pour ces conséquences, mais cela m'a vraiment mené à des occasions où je pouvais être un leader sans ce pouvoir formel. J'étais un leader, je dirigeais des gros projets, je dirigeais des grosses initiatives, des grandes recherches à cause de la façon dont j'étais arrivé dans cet espace, de la façon dont je m'étais affirmé et que je n'avais pas accepté la réponse non. Mais bon, c'est sûr que c'est plus compliqué que cela, mais je pense que ça a été la façon la plus efficace, la plus transformative d'être un leader. Vous appuyez les autres et vous changez leur mentalité. Ensuite, ils sont mieux positionnés pour rendre honneur aux autres qui ont des vécus lorsque eux arrivent dans cet espace où vous faites le travail où, par défaut, ce milieu de travail, ces gens-là sont en meilleure position d'honorer, de respecter les besoins divers des gens qui arrivent.
J'apprécie vraiment cette intervention. Je pense que c'est une excellente, une nouvelle façon de représenter le leadership des jeunes parce que, alors qu'on conclut, je vais parler un petit peu du self-care. C'est comme mon sujet, mon dada, mais j'apprends encore comment le faire, l'auto-soin. Et en tant que leader de jeunes et travailleur à temps partiel et étudiant à temps partiel. C'est très fatigant durant la crise du COVID et j'ai vraiment dû apprendre à établir ces frontières et de comprendre quelle est la meilleure façon, non seulement de me soutenir financièrement, mais de soutenir les projets que j'aime tant. Alors, oui, reconnaître que la fatigue est réelle. C'est pas parce que je me lève pas de ma chaise que je peux pas rester assise pendant 7 heures de temps et de reconnaître que l'équipe dans laquelle je suis aussi a les mêmes fardeaux, peut-être même pire, dépendamment de où ils viennent, où ils habitent. Alors, je voulais simplement vous poser la question, Larissa, est-ce que vous avez, je sais qu'on fait beaucoup de thérapie, de yoga, méditation, mais j'étais curieuse à propos de certaines des idéologies non occidentales concernant l'auto-soin et comment est-ce qu'on peut les intégrer dans nos vies pour, une intégration à long terme, plutôt que de simplement avoir j'ai un problème maintenant, je vais faire un petit workout et ensuite mon problème va être réglé. Non, ça, c'est pas durable. Est-ce que vous avez des approches de soins de soi-même non occidentales, une façon holistique de comprendre les soins de soi-même, ce qui a vraiment transformé ma compréhension du soin de soi-même, du self-care, ce qui a vraiment changé ma compréhension de l'auto-soin, c'est lorsque j'ai intégré dans cette idée de moi tout ce qui définit le moi. Pour moi, cela signifie le territoire, ça veut dire ma communauté, ça veut dire ma famille, et d'intégrer cela dans ce que je définis comme étant le soi, donc le soin de soi, a ouvert la porte pour tellement d'approches plus holistiques pour comprendre la santé de soi-même. Et je dois dire que moi, je ne prends pas toujours bien soin de moi, là. J'ai été diagnostiqué avec mon trouble de douleur chronique lorsque j'avais 23 ans et ça a demandé tout un changement dans ma vie. Et je ne vais pas vous donner des détails médicaux, c'est quoi cet handicap de maladie chronique, mais ça a été la pire chose que j'ai jamais dû surmonter, c'est de reconnaître. Bon, je m'attendais que j'allais pleurer un petit peu, là, mais de reconnaître cela, ces attentes de productivité, ces attentes de comment je dois utiliser mon temps tout le temps, ne sont pas durables. C'est pas durable et c'est pas bon pour la santé. J'ai abouti à l'hôpital plusieurs fois et j'ai eu 2 grosses opérations chirurgicales parce que je me suis poussé trop fort. Alors, pour moi, cette idée de prendre soin de soi, ça m'a vraiment aidé à comprendre cela plus fondamentalement et j'essaie d'aider les autres aussi pour qu'ils ne se rendent pas à bout afin de pouvoir s'honorer soi-même. Lorsque je suis tombé enceinte, mon corps était un temple parce qu'il y avait un petit humain à l'intérieur. Et dans les discussions avec un aîné, après que j'ai eu ma fille, elle m'a posé la question, eh bien, pourquoi est-ce que vous ne nous traitez pas, pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas assez de valeur pour que tu prennes soin de toi, tout comme tu prenais soin de ton temple lorsque tu étais enceinte. Et ça m'a aussi aidé à comprendre qu'on ne peut pas juste faire quelque chose, on ne peut pas juste prendre soin des autres, il faut vraiment reconnaître que soi-même, on a un droit de se reposer, par exemple. On a un droit inhérent de se prendre soin de soi-même, d'aimer. Et je veux amener cette conversation à une des ressources qui sont dans votre diapo à propos de réimaginer les soins. C'est un des articles qui s'est inclus sur la diapo où, j'ai parlé de tous ces documents-là. Je vous encourage vraiment de prendre le temps de lire ce document parce que c'est probablement l'entrevue la plus intime à propos des soins de soi-même et quelques-unes de mes tactiques que j'ai utilisées pour moi-même pour décoloniser mon expérience du temps. Bon, j'ai parlé de cela déjà et vous avez un document qui explique ce processus de réflexion. Avoir un soin de santé du terroir. Bon, pour avoir une journée de travail de 4 jours, une des raisons pour laquelle j'ai ça, c'est que je vais avoir plus de temps pour aller sur le territoire, être en contact avec le terroir. Alors, je dois créer cet espace pour cette idée de soins de soi-même basé sur le territoire et aussi de militer pour des changements dans le système de soins de santé. Pour moi, le soin de soi-même,
Ça ressemble à mes expériences et je dois les nommer et je dois reconnaître que ce ne sont pas seulement mes expériences. Bon, j'ai tellement vécu de racisme dans le système de santé que enfin, c'est quelque chose qui me donne de la guérison lorsque je comprends comment ceci n'est pas seulement mon expérience. Alors, bon, s'asseoir, vraiment réfléchir à ceci pour soi-même. Et je vous encourage à lire cet article parce que je plonge plus dans les détails pour savoir comment faire ceci pour vous-même et comment explorer ceci pour vous-même. Merci beaucoup, Larissa, pour avoir partagé vos expériences, votre compréhension et surtout vos vulnérabilités. C'est tellement puissant et je suis sûr que tout le monde qui nous écoute en ce moment a tellement appris de vous suite à ce que vous avez expliqué. Alors apparemment, nous manquons un peu de temps. Notre période de discussion a terminé et c'est maintenant le temps de passer aux ateliers. Alors merci Larissa une fois de plus pour vos discussions et merci Felicia et Laren. J'ai tellement appris de vous tous. Ce fut un honneur d'être co-hôte avec vous deux. Alors, merci à tous. Et avant de partir, je voudrais aussi remercier tous les gens. Ce fut une conversation excellente et j'aurais bien voulu avoir des heures pour continuer. Mais avant qu'on passe à la pause, on va aller voir des étudiants. Bon, les organisateurs de l'événement sont très reconnaissants à ces étudiants pour avoir pour que les étudiants ont enregistré leurs réflexions et leur feedback, qui, comme vous allez voir bientôt, est extrêmement puissant. Même si de plusieurs autres groupes d'étudiants qui participaient dans notre programme, comme vous pouvez l'apprécier durant COVID-19, c'est très difficile pour les professeurs et les étudiants et de prendre le temps d'enregistrer leurs réflexions est très important à cause de cela. En fait, une des classes francophones au Nouveau-Brunswick a eu une tempête de neige et une panne d'électricité la journée où il devait enregistrer ceci. Alors, on voudrait remercier le Leo Club à Langley, en Colombie-Britannique. Leo, c'est Leadership, Experience, Opportunity et c'est le côté jeune des Lions Club International. On veut aussi remercier Next Gen Men, les membres d'Alberta et de l'Ontario, et aussi l'école secondaire à Whitehorse, Yukon. Vous allez tous les rencontrer bientôt. Une fois de plus, on les remercie tous pour avoir enregistré leurs réflexions. Et je vais revenir après la pause au nom de Julia Anderson pour présenter nos ateliers. Alors, merci à tous et profitez bien du vidéo. À mon école, c'est Leadership Experience and Opportunity et c'est comme le Club Lyon international, mais pour les écoles secondaires, on a beaucoup d'occasions de bénévolat de plusieurs endroits pour impliquer les gens dans la communauté. Mais en gros, pour ceci, et nous sommes très reconnaissants d'avoir été invités pour faire partie de ceci. Et moi, j'ai eu un groupe 13 jeunes de 10 à 13, des années 10 à 13. That's not the food. Oh, it's definitely a wand. It's not wand, bro. That's like something magical. Oh, it's rich. It's a red. Yeah, let's go. I don't know what any of these are. I definitely don't. What? Let's hope it's blue. Look, the text is in blue. Let's go. This is the Porter Creek Secondary School. Ici, nous sommes à l'école secondaire de Porter Creek. Bonjour du Yukon. Hang on a minute. Okay. So, yeah. Answer. It's the blue one. It's Caesar. Caesar salad. Yep. This game sheds light on the inequalities of women and men during. Alors, ici, c'est un jeu sur les inégalités des genres dans le monde. L'interprète s'excuse, il n'entend pas les interventions qui ne sont pas faites au micro.
Est-ce que tu te sens obligé de respecter un rôle de genre? Pas pour moi, mais j'ai vu d'autres gens. Le jeu montre les inégalités des hommes et des femmes dans le monde. Comment est-ce que ça te fait sentir, ce jeu-là? Est-ce que ça t'énerve? Oui. Pourquoi? Parce que je vois pas la raison pour laquelle on devrait jouer à ça. Je suis Jonathan. Je suis avec NextGen, le club club des garçons NextGen. On est en Ontario. Et c'est... I'm actually a terrible driver. So, oh my God. I think I should just quit. You have what it takes. No, I'm actually a terrible driver. Je suis un mauvais conducteur. Mais tu n'es pas capable de conduire. Et ça, c'est difficile une fois de plus. Qui a la motocyclette? Oups, debout, oups, une avalanche debout. Je vais mourir. Je dois m'accrocher à une corde. Je n'ai pas vu ceci venir. Ah oui, j'ai réussi à passer au travers. Dieu merci. OK, les gars. Oh, mon Dieu, c'est fait difficile. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus? Je me suis senti isolé. Comment est-ce qu'on peut aider à avoir accès à ces communautés éloignées? Il faut que les gens aient des missions humanitaires. Les technologies peuvent aider. Les dispositifs de stockage qui resteraient froids plus longtemps. Et aussi, une partie, c'est la technologie. Les gens ne veulent pas dépenser l'argent pour le faire. Oui, c'est tellement vrai, n'est-ce pas? Anderson a dit la meilleure technologie et on n'a pas trouvé beaucoup pour la technologie. Ce qu'on pourrait trouver, par exemple, la technologie GPS, la technologie de drone et les systèmes de refroidissement, il y a toutes sortes de façons que la technologie pourrait nous aider et Ben lui parler du désir politique pour ce qui est de mettre l'effort pour d'être contre l'éradication de certaines maladies, forcé à se battre avec les clubs des garçons. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus? C'était comme brûler un village, de tuer les gens dans le village. Alors, le niveau de violence t'a frappé, oui. Je ne pense pas que le père a fait quoi que ce soit. Alors, ton concept normal de guerre, ce serait entre des soldats et non pas les familles qui en souffriraient. Je pense que l'impact sur leur vie était extrême. C'est mieux s'ils prenaient des décisions par eux-mêmes. Ils prennent des décisions comme... Peut-être que si la situation, comme les gens sans abri, à Calgary, parfois ils peuvent avoir des problèmes de drogue. Et Anderson dit peut-être quelque chose avec les gens qui ont des problèmes d'être sans-abri à Calgary. Est-ce que tu ferais quelque chose de différent dans ta vie pour savoir ce que tu parles, ce que tu penses aux gens qui sont sans-abri à Calgary? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je préfère. Parfois, les gens sans-abri prennent de la drogue et les enfants sont peut-être forcés à cause de leurs parents ou des gardiens de prendre de la drogue et là, ils deviennent accros. Alors, tu as fait la connexion entre la drogue et la drogue, mais ce dont tu parles, c'est l'empathie.
et de penser à propos de quelles sont les situations qui ont attiré les gens dans la situation où ils sont. C'est une chose très importante à pratiquer. Pas de faire prendre des drogues, mais d'avoir de l'empathie pour les gens. Est-ce qu'ils ont aimé jouer au jeu? Oui, bien sûr. Je pense qu'ils ont vraiment aimé la quête du vaccinateur, bon, aussi les courses pour choisir, bon, je vais penser à l'empathie. Moi aussi, penser à la mentalité de la jeune personne. Et ils ont pris la décision de cette façon-là. Il y a quelques moments où les garçons ont compris que ce qu'ils avaient ressenti lorsqu'ils avaient parlé à leur propre communauté au Canada. Alors, par exemple, Ben a parlé des communautés autochtones qui ont moins d'accès aux services de santé. Harrison a parlé des gens qui se battaient avec le fait qu'ils sont sans abri. Des situations où on n'avait pas vraiment de choix, et je pense que ça a un bon impact. Les répercussions, justement. Je pense qu'on peut faire des connexions qui sont un peu plus pertinentes de façon directe plutôt aux jeunes Canadiens. Quels résultats positifs avez-vous observés chez les étudiants? Bien, ce sont des connexions puissantes. Question d'empathie sur les différentes expériences vécues dans le monde. Ça nous donne une occasion de faire une pause, d'avoir les ressources pour y penser aussi. Au-delà des manchettes, au-delà de ce qui se passe dans notre cahier, nos cahiers de cours, mais plutôt avoir un jeu et ouvrir la discussion aussi.